Ça y est, nous sommes en ligne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport au chat, si vous êtes tous là, est-ce que vous pouvez nous mettre quelques messages pour nous dire que le son passe, l'image passe, tout est OK? Frédéric, bonjour, c'est le premier à dégainer. Très bien, donc vous me confirmez que c'est bon. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour cette nouvelle session des Jeudis du management. Comme vous le savez maintenant, depuis quelques mois, nous vous accompagnons par ces webinaires en échangeant sur des thématiques très larges autour du management. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Laurent Gouzem, qui est un de nos consultants et notre consultant sur la partie Occitanie. Bonjour. Bonjour Laurent. Pour parler donc de cette notion de RSE et échanger également aussi sur la liaison qu'il va y avoir avec la marque employeur. On va faire une rapide présentation de l'équipe du cabinet, pardon. Comme vous le savez, le Florian Mansion Institut est un cabinet de conseil en ressources humaines avec une palette d'activités autour justement du recrutement, de notre placement, la formation avec des formations liées au management, liées aux actions commerciales et aux ressources humaines. Bien entendu, l'accompagnement avec le volet coaching, bilan de compétences et conseil RH. Voilà, j'ai l'honneur et la chance de diriger le cabinet en tant que co-gérant depuis 2007, avec une longue carrière en tant que consultant, quasiment 20 ans au sein de l'entreprise, une vie associative riche. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de l'importance de cette notion d'implication dans la démarche RSE. Donc, je suis actuellement trésorier de la CCI de Montpellier et également aussi membre du MEDEF. Et je dirige le Florian Mansion Institut avec Loïc Douillère et Florian Mansion. Laurent, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Laurent Gouzem, je suis, comme Augustin vient de le dire, consultant au cabinet Florian Mansion Institut. J'ai un parcours qui ne me prédestinait pas finalement à faire des ressources humaines, puisque je suis issu d'un cursus scientifique en neurosciences, où je me suis également intéressé à la psychosomatique, mais somme toute finalement à tout ce qui concerne les relations interpersonnelles, interindividuelles et aux individus eux-mêmes. Et donc, c'est en ce sens où voilà, les ressources humaines me parlent énormément et voilà, j'apporte ma contribution de cette manière-là au cabinet. Super. Juste une parenthèse, toi, tu as fait un passage il y a quelques années déjà au sein du cabinet pour reprendre une vie professionnelle en tant que dirigeant dans un centre de formation. Et puis, tu nous as retrouvés 10 ans après. Exactement. C'est un retour aux sources, presque. Retour aux sources. Allez, super. Alors, je vais attaquer tout de suite. Vous verrez que je vais vous proposer plusieurs slides que je vous enverrai donc, à la fin du webinaire. Rapidement, et je ne vais pas passer des heures dessus, mais qu'est-ce que c'est que la RSE? Il y a une définition qui est la définition du ministère de la Transition écologique et solidaire, que j'ai trouvée pas très sexy, mais bon, elle est là, elle a le mérite d'exister. La RSE est donc une responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, et elle est un concept dans lequel les entreprises intègrent des préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités. Il y a aussi cette notion de base volontaire. Bon. Je vous résume ça à ma façon. Pour moi, la RSE consiste à faire du business, et j'insiste sur le terme, on doit faire du business, en prenant en compte l'impact que l'entreprise a sur son environnement. Donc clairement, pour moi, la notion de RSE et de performance économique n'est pas du tout antinomique. Au contraire, elle va de pair. Laurent vous l'a dit, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Le but, c'est d'échanger. Et je ne suis pas là pour vous faire un cours sur la RSE, ce n'est pas ma compétence ni mon but, mais c'est pour voir de quelle manière elle s'intègre aujourd'hui dans le monde du management que nous côtoyons au quotidien et pourquoi il faut aussi la valoriser avec cette notion de relation, avec la notion de marque employeur. Alors, qu'est-ce que c'est que la marque employeur? Alors, la marque employeur, c'est avant tout l'image que les employés et vos employés, ainsi que les candidats potentiels ont de votre entreprise. Pour moi, ça se résume à ça. Cette image-là, elle est en interne et en externe. Elle est véhiculée par les collaborateurs et aussi par les actions de communication et marketing que l'on peut mener à l'extérieur. Et donc, il y a bien une notion de technique marketing. Cette marque employeur n'existerait pas s'il n'y avait pas des actions marketing derrière. Bon. Ça me paraît clair. Et
Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Alors, je vais vous parler de quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Souvent, on se pose la question des origines de la RSE. Est-ce que la RSE, c'est quelque chose d'ancien ou plutôt très récent? En réalité, quand on fait des recherches, quand on fait des recherches sur les origines de la RSE, on va trouver déjà pas mal d'articles, même en début de siècle, des années 1900. Les entreprises, c'était imposer un code de conduite, en tout cas souvent énoncer un code de conduite en termes d'éthique, de respect de la loi. Et on va retrouver quelques années plus tard, dans les années 70, un économiste, un prof de management américain qui s'appelle Carroll, qui lui a construit cette pyramide qui d'ailleurs il y a quelqu'un qui n'a pas d'image ni de son. J'espère que les autres nous voient. N'hésitez pas à nous mettre un petit oui pour nous rassurer. Concernant donc les origines, Carroll a créé a modélisé cette pyramide en 2 temps. Super, on m'a dit que ça marche. Et cette pyramide a été publiée dans les années 90, un peu plus tard, avec les 4 grandes responsabilités de l'entreprise. Je la trouve très intéressante parce que quelque part, elle confirme bien cette notion que j'avais évoquée à l'entrée. Il y a une responsabilité économique. Pour moi, c'est la responsabilité de la rentabilité de l'entreprise. L'entreprise doit être rentable, tout simplement. Elle doit également respecter une responsabilité légale, c'est-à-dire respecter la loi, tout simplement. Elle se doit également d'avoir une responsabilité éthique. Éthique, ce sont les codes de conduite de l'entreprise dans toutes ses activités, internes ou externes. Et puis le dernier que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'avais posté sur LinkedIn un post hier soir sur la notion de philanthropie. Ça paraît un petit peu comme ça philosophique, mais c'est une réalité. Pour Carroll, l'entreprise a une responsabilité philanthropique, c'est-à-dire qu'elle doit faire du bien à la société. Si elle fait du bien à la société se portera bien et la boucle vertueuse qui lie l'économie à ses actions sera positive. Donc, je trouve ça très intéressant et on va voir après par quoi ça se traduit, cette notion de philanthropie. C'est clair pour tous? Je pense que oui, à ce stade. Donc, vous trouverez le PowerPoint avec cette pyramide assez rapidement à la fin de notre présentation. Alors, on va continuer maintenant. Alors, Laurent, on avait évoqué différents éléments de ces responsabilités, et puis il y a une notion de RSE avec la justice. Alors, c'est un sujet que tu as travaillé, et j'aurais aimé que tu nous fasses une petite présentation de ce slide, justement. Quelle est la liaison entre la RSE et la justice, justement? Oui, tout à fait. Merci, Augustin. En fait, tu l'as déjà abordé en parlant de l'aspect éthique. En fait, tout ce qui est respect, éthique, considération des personnes, eh bien, ça s'appuie sur ce qu'on appelle la justice organisationnelle, la justice de la structure de l'entreprise. Laquelle justice organisationnelle, en fait, est composée de 3 volets: une justice procédurale, une justice distributive et une justice interactionnelle. Ce qui a été le plus connu historiquement, d'ailleurs, la première composante, c'est la composante de justice distributive. Qu'est-ce que c'est cette justice distributive? En fait, ça correspond à un ratio contribution-rétribution pour chaque individu dans la société, dans l'entreprise. C'est-à-dire, quels sont mes efforts que je fais, quantifier mes efforts et finalement quantifier ce que l'entreprise va me donner, la rétribution sous forme de reconnaissance, de salaire, de primes, de promotion, etc. Et là, de ce ratio qui est individuel, eh bien, va s'en suivre plusieurs sentiments, soit un sentiment d'équité, où la personne va trouver juste, équitable sa rétribution par rapport à sa contribution, ou un sentiment d'iniquité. Donc, ce sentiment d'iniquité, il peut être positif ou négatif. Un sentiment d'iniquité positif serait finalement, j'ai plus que ce que j'investis. Donc, en général, ça se passe plutôt bien dans ce cas-là. Ou un sentiment d'iniquité négatif, c'est-à-dire, j'investis beaucoup et on me donne peu. Et donc là, bien évidemment, peut s'en suivre des phénomènes de désengagement des personnes, de démotivation, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, les chercheurs se sont posé la question de ce sentiment d'équité ou d'iniquité
et d'où ils pouvaient provenir. D'où ils pouvaient provenir, et en fait d'une justice procédurale. C'est-à-dire quelles sont les étapes, les règles qui permettent de définir finalement quelle est la contribution de la personne et quelle pourra être sa rétribution. Et donc, cette justice procédurale, c'est un ensemble de règles, de normes, qui sont les normes de la société, qui vont aboutir à des faits, à des actes. Donc, ça peut être, par exemple, la promotion d'une personne. Qu'est-ce qui a conduit telle personne à avoir une promotion? Ça peut être un licenciement. Pourquoi telle personne, eh bien, au final, elle va être licenciée. Donc, tous ces éléments factuels qui conduisent à, au final, une décision. Et ce qui est important, l'élément important, c'est dans cette justice procédurale, l'individu, est-ce qu'il a le moyen de s'exprimer? Est-ce qu'il a le moyen d'interagir avec les décisions qui sont prises, éventuellement de faire évoluer les normes et les règles? Et on arrive finalement à cette dernière notion qui est la justice, qui est interpersonnelle. Et donc, cette justice interactionnelle, elle est composée de deux volets, à la fois donc la justice informationnelle et la justice interpersonnelle. La justice interpersonnelle, ça va être la manière dont la direction va communiquer avec le salarié, donc la politesse, le respect, la dignité, le respect vraiment de l'individu. Et puis, la justice informationnelle, ça sera le contenu. En fait, c'est une distinction entre la forme, la justice interpersonnelle, et le fond, la justice informationnelle, c'est-à-dire quel est le contenu qui m'est délivré en termes de clarté, de pédagogie et de pertinence. Et tout ceci, donc, constitue un ensemble cohérent. Et on voit bien que cette justice interactionnelle, eh bien, elle impacte directement avec le management. Et je crois que le RSE et management, eh c'est dans la suite de l'exposé, tu vas pouvoir en dire quelques mots. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que je retrouve très souvent aussi dans le management de manière générale, c'est-à-dire la notion de rapport entre la contribution et la rétribution. Je ne m'engagerai pas dans une action si la partie rétribution ne me permet pas d'avoir une satisfaction. Donc, il y a une notion très personnelle. Alors, il y a Dominique qui demande qu'on ne puisse pas mieux voir. Je l'ai mis en grand écran. Mais soyez rassurés, on va vous l'envoyer de toute manière. Je continue. Alors, il y a un paradoxe, et c'est là que je voulais évoquer ceci. Pourquoi il y a un paradoxe autour de la RSE? Tout d'abord parce que moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est souvent perçu comme l'affaire de l'entreprise. C'est-à-dire que la RSE, c'est un sujet qui concerne les équipes de marketing, qualité, la direction générale qui veut communiquer dessus, qui a un message à porter. Et c'est vrai aussi, et j'insiste là-dessus, moi qui fais des entretiens depuis quelques années, j'ai quasiment jamais entendu un candidat me parler de politique RSE, de la société où il a travaillé. J'ai très peu été interrogé par cela aussi. Donc, pour moi, c'est paradoxal qu'on en parle autant et qu'en entretien de recrutement, on n'évoque jamais ce sujet-là. Et je pense que ça va être un axe d'amélioration sur lequel il va falloir travailler. On est d'accord, Laurent, qu'en matière de recrutement, c'est un sujet qu'on évoque peu, en fait. Très peu, très peu. Que ce soit au niveau des candidats, qui nous posent très peu de questions sur l'entreprise qui recrute et sa politique RSE, ou l'inverse d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils expriment des attentes qui correspondent justement à ce qu'une entreprise qui a une démarche RSE devrait porter, mais ils n'expriment pas forcément de manière directe. On va en parler de ça. Et notre point important aussi, c'est est-ce que nous sommes tous concernés par la RSE? Ça, c'est une bonne question. Et la réponse est oui, évidemment. Et en plus, on a souvent une relation entre la RSE et une dimension action environnementale. En réalité, la RSE concerne toutes les entreprises parce que je vais développer un terme que j'ai mis ici en gros, la matérialité. La matérialité, finalement, consiste à dire que chaque entreprise a ses propres enjeux en matière de RSE. Quelles sont les matières sur lesquelles les entreprises ont des enjeux? On peut être dans les services et avoir des sujets et des enjeux importants en matière de RSE. On peut être dans l'industrie, on peut être dans l'IT, on peut être dans la santé.
tous les domaines d'activité sont concernés. Il suffit pour cela qu'on identifie bien ces axes de matérialité. Du coup, on pourra aussi bien parler de problématiques environnementales, et on pourra même parler, ça c'est une notion qu'on aime bien en interne au sein du cabinet, de management durable. C'est-à-dire qu'il y a une manière de gérer les équipes et les personnes et de les faire évoluer qui répond aux attentes de la RSE en matière d'équité, en matière de justice, en matière de… Donc, sachez que toutes les activités, que je sois avocat, industriel, promoteur dans la santé, toutes les activités ont un niveau de matérialité qui permet de définir ces axes où la RSE a du sens. C'est un peu technique, mais je pense que c'est à la portée de nous tous de nous dire mais quels sont dans mon entreprise les axes qui représentent, qui peuvent entrer dans cette thématique responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Et ça compte aussi pour les fournisseurs. Finalement, matérialité, je t'interromps juste, matérialité, ça veut dire comment la RSE, elle se matérialise, c'est ça? C'est ça. Je peux très bien m'intéresser à la manière dont mes fournisseurs travaillent. Je peux très bien avoir des axes d'amélioration en matière de gestion énergétique. Je peux adhérer à un distributeur d'énergie verte. Je peux très bien effectuer du tri sélectif dans mon entreprise. Je peux mettre en place une politique d'intégration des collaborateurs qui respectent les thématiques liées à les engagements en termes de discrimination, de gestion de carrière. Enfin, tous ces sujets font partie de la RSE. C'est ça qui est incroyable, parce qu'on parle très souvent de thématiques écologiques, en fait, alors que c'est pas que ça. Un point important aussi par rapport à la matérialité, mais prenons quelques exemples. Et là, je reviendrai sur cette notion d'entreprise philanthropique, en fait, de responsabilité philanthropique. Pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de matérialité, on peut mener des actions, en matière de RSE, des actions très très larges, soit dans l'environnement associatif. Aujourd'hui, vous pouvez adhérer à des associations qui font partie du monde économique, du monde culturel, des associations caritatives. On a la Banque alimentaire, on a FAS Héros qui s'intéresse, FAS, Fondation Agir contre l'exclusion, qui s'intéresse aux thématiques de lutte contre les discriminations. Toutes les entreprises peuvent contribuer par des actions et des implications associatives à justement la mise en œuvre d'une politique RSE efficace. Le mécénat en fait partie. Quand on parlait tout à l'heure aussi de la pyramide, il faut savoir que le mécénat est un moyen de faire du bien à l'économie tout en étant soi-même acteur et en rentabilisant ces investissements-là. Le mécénat est un bon moyen d'aider des auteurs, des artistes ou des structures à se développer grâce aux profits effectués par sa propre entreprise. Le sponsoring de clubs sportifs, de clubs culturels, on voit bien qu'il est très facile finalement de s'impliquer dans l'environnement extérieur, y compris pour la PME en fait. Et puis vient derrière les éléments, mais bien sûr les engagements environnementaux. Aujourd'hui, il est clair qu'on parle beaucoup de RSE par rapport à ces sujets-là, mais vous l'avez vu, il y a plein de sujets qui font partie des thématiques portées par la RSE. Je vais continuer mon petit exposé. Je vois que vous êtes tous très sérieux, il n'y a pas beaucoup de questions, donc je pense que c'est assez clair. Pourquoi est-ce que je pars du principe qu'il y a la RSE et la marque employeur ont le même combat? C'est clair. Pour moi, la RSE consiste, ainsi que la marque employeur, c'est s'approprier des valeurs fondamentales pour justement améliorer l'image de ma propre entreprise et sa notoriété. Ça veut dire aussi que qu'est-ce que je vais en tirer? Mis à part une satisfaction personnelle de faire quelque chose qui répond à mes attentes en termes de valeur, mais je vais profiter pour valoriser mon entreprise, attirer et fidéliser les talents. Et quand je dis fidéliser, pour moi, c'est très important fidéliser. C'est-à-dire, c'est bien bon de recruter, mais si au bout de 6 mois, les gens partent, on n'aura pas un retour sur l'investissement et personne ne sera heureux dans cette affaire. C'est aussi un moyen de maîtriser ses risques. On parle d'éthique, en fait, et de loi, c'est-à-dire qu'il y a des risques légaux liés à ces activités. Donc, c'est un bon moyen de limiter cela. C'est aussi un moyen de réduire ses coûts. Quand je fais des efforts pour bien gérer mon entreprise sur des sujets notamment environnementaux aussi, ou d'approvisionnement, eh bien, je suis en train d'améliorer aussi une performance économique.
c'est également aussi un moyen, et ça c'est très important de nos jours, de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Grâce à ces actions-là, on va ouvrir les portes de certains investissements que l'on peut financer par des banques. Il y a des banques qui aujourd'hui défendent vraiment des notions RSE. Et tout un ensemble de marchés, tout un monde économique qui s'ouvre à cela, donc qui va devenir certainement le monde économique de demain. Voilà. J'ai vu dans Laurent qu'il y avait quelques questions en attente, c'est ça? Exactement. Une question de Frédéric dont je te fais part. La RSE n'est-elle pas plus une affaire de ressenti que de grandes phrases? Ah ouais, il faut la sentir, la RSE. C'est-à-dire si ça reste du marketing et qu'elle n'est pas portée par les équipes, il y a de fortes chances qu'elle soit inefficace et plutôt ça va être l'effet contraire, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est une politique de communication et on ne va pas y adhérer. Et si on n'adhère pas, la RSE ne pourra pas se mettre en place. Donc, si les collaborateurs ne s'y impliquent pas et n'y adhèrent pas, on n'avait aucune chance d'être efficace. Donc, ce n'est pas que des paroles. C'est très dangereux, je pense, de nos jours en plus, avec des réseaux sociaux, de communiquer sur des choses qui ne sont pas vraies. Alors justement, tu parlais de l'adhésion du collaborateur. Je rebondis par rapport à ça et c'est la question de Sébastien qui nous dit en recrutement, les personnes ne posent pas la question, certes, mais ne pensez-vous pas que la RSE est simplement très floue pour les collaborateurs en général? Est-ce que c'est pas ça en fait le nœud du problème? On touche le volet communication interne, je suis d'accord, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il est temps maintenant de s'y mettre et donc de commencer à éduquer, à former nos équipes en leur expliquant quel est l'objectif en fait. C'est un cercle vertueux qui va servir d'une part la rentabilité de l'entreprise, parce que quand j'attire des talents, quand je les garde, quand je les fais évoluer, j'améliore mes process et j'améliore les compétences de ma société. Donc, on est d'accord. On a peut-être intérêt à commencer à former ces équipes de recrutement, ces équipes RH, à rédiger les annonces qui font appel à cela, à mieux communiquer avec les collaborateurs en interne au niveau des équipes marketing, les former à communiquer sur ces choses-là, pour moi, est essentiel. Donc vraiment, on est dans les thématiques communication interne. Oui, c'est une obligation, sinon on va rester longtemps sur ce flottement où les gens ne se sentent pas impliqués. Je suis d'accord. Il y a encore une question, mais je la garde pour la fin. Je te laisse poursuivre parce que sinon, ça sera un peu décousu. Allez, ça marche. Alors, voilà, je vais en revenir rapidement. Je vous le présente, mais je vais le développer sur ce slide. C'est ça qui m'intéresse. La RSE répond aux attentes des collaborateurs et aussi. On parlait tout à l'heure de la rentabilité de l'entreprise. Bien entendu, il y a quelques années, on pouvait intégrer une société sans difficulté et sans se poser des questions sur son activité. Ça va être plutôt la carrière, la rémunération qui motivait nos cadres et nos collaborateurs. On pouvait très bien travailler pour une grande marque de cigarettes sans se poser de questions. Voilà. Ou sur des industries qui polluaient ou qui étaient dans des sujets un petit peu qui seront moins aujourd'hui portés par la RSE. Mais ça existait, c'était la réalité. On prenait ces choses-là. Depuis quelques années, moi, en entretien, ce que je vois, c'est que les collaborateurs, ils me parlent de plus en plus, quand je pose la question pourquoi vous voulez quitter cette entreprise, qu'est-ce que vous recherchez? Une fois sur deux, j'ai la thématique adhésion aux valeurs de l'entreprise. J'ai envie de faire quelque chose, d'intégrer une société qui dit ce qu'elle fait vraiment et qui porte des valeurs où je me reconnais. C'est vrai que dans les années 80, je ne sais pas si ça sera confirmé par nos spectateurs aujourd'hui, mais on ne parlait pas de burn-out. Le burn-out, c'est plutôt récent en fait. Ces sujets-là, valeurs, changement de carrière, de projet, ben, ils sont très récents et on a de plus en plus de retours de collaborateurs qui seraient prêts à même baisser leur rémunération pour se sentir bien dans une entreprise. Alors, de l'instant, bien sûr, où on garde un certain confort. Mais la priorité n'est plus d'augmenter son niveau de rémunération. Je t'interromps avant d'attaquer la partie chiffrée. Il y a deux questions qui, en fait, vont dans le même sens. Une question de Christine et une question de Sébastien. En fait, si je résume bien ces deux interrogations, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire du neuf avec du vieux?
Est-ce que c'est juste pas une manière très marketing à la mode de parler de quelque chose qui est déjà mené par des entreprises, y compris de longue date? Oui, qui est mené par les entreprises et le monde économique aussi. Moi, j'ai fait partie pendant pas mal d'années du CJD à Montpellier. Donc, tous ces sujets ont été évoqués. Moi, j'ai fait des commissions avec le CJD de Montpellier sur le commerce équitable il y a déjà 15 ans, en fait. On parlait de Max Havelaar, de ces gens-là, en fait. Oui, oui, mais c'est souvent porté par les grands groupes, en fait. Donc, oui, ça existait avant. Ce qui se passe, c'est que on dirait que depuis quelques années, dans la conscience générale, en tout cas des cadres d'aujourd'hui, ces questions deviennent de plus en plus importantes. Ce n'était pas que des valeurs, c'est pas que une recherche par entreprise de rentabilité aussi et de coller au marché, parce que c'est le cas, mais je vois qu'il y a de plus en plus de demandes. On a de plus en plus de biens de compétences, des personnes qui demandent à être coachées, et ce qui revient très souvent, c'est cette insatisfaction par rapport à ces thématiques-là. Qu'est-ce que j'ai apporté moi dans ma carrière à ces sujets-là? Donc oui, ce sont des choses. Moi, je me souviens quand on parle avec le CJD, et j'en parle beaucoup parce que j'ai beaucoup appris avec eux, le bonheur dans l'entreprise, tu vois, c'est des sujets qui ont été longtemps évoqués. On en parlait déjà il y a 40 ans, en fait. Non, je pense que le marché de l'emploi va devoir s'adapter à une nouvelle demande de la part des cadres, et évidemment, ça va avoir un impact. Ah, mais il y a Thierry Marc qui est avec nous, d'ailleurs. Et je vais en parler, Thierry, de ce que justement tu es en train de présenter ici. Alors, je vais donner quelques chiffres que j'ai tirés d'une étude qui a été faite par le MEDEF de l'Hérault, et je tiens à le dire, c'est l'équipe qui a été dirigée par Arturo Del Rio, un grand ami. Et en fait, bon, je donne quelques chiffres, mais vous verrez, il y a un guide qui est sorti sur la marque employeur, qui est très intéressant, qui montre que 9% des étudiants souhaitent commencer leur carrière en PME. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que la grande entreprise est encore les leaders sur le marché de l'emploi des nouveaux diplômés, en fait. Ça, c'est très important. Il faut savoir aussi qu'un tiers des candidats seraient prêts à refuser une entreprise par rapport à sa réputation. C'est-à-dire que la réputation de l'entreprise intervient énormément aujourd'hui. Et donc, vous avez intérêt à travailler la réputation, vous, en tant que collaborateur de votre entreprise, et aussi en tant que dirigeant, et apprendre à communiquer là-dessus. Je mets un petit peu plus grand au slide pour que vous puissiez le lire en même temps, mais 83% des embauchés commencent leur recherche en recrutement par une recherche en ligne. C'est-à-dire que avant de postuler, je me renseigne. Ça, c'est important. Si je tombe sur une entreprise qui ne monte pas patte blanche, qui a une mauvaise communication, qui ne sait pas véhiculer l'image que j'attends sur les réseaux sociaux, on va avoir des difficultés à attirer ces gens-là. Donc, sachez que avant de postuler, quasiment 100%, c'est 80%, ils vont quand même enquêter sur Internet avant de postuler. On a également 80% des étudiants dans cette étude qui vont préférer une entreprise qui porte des valeurs plutôt que le salaire. Donc, on serait prêt à démarrer sa carrière en mettant en avant ces choses-là plutôt que le salaire. Ça, c'est quand même une grande nouveauté. Hein. Ensuite, un autre chiffre est intéressant. Donc, 57% des PME disent manquer de talent. C'est-à-dire que d'un côté, on a 9% des étudiants qui sont prêts à intégrer les petites entreprises ou les PME, et on a tout le reste qui veut aller dans les grands groupes, en fait. Et en parallèle, les PME manquent de compétences pour passer un cap, hein, pour développer leur marché et passer un cap. Donc, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Il y a une démarche globale de la part des candidats aussi, affichée en tout cas. 84% des employés envisagent de quitter leur entreprise. Alors ça, il faut savoir que on sait que 84% des personnes seraient prêtes à changer d'entreprise pour une entreprise qui porte des valeurs plus importantes à leurs yeux. Ça, c'est quand même pas mal parce que ça veut dire que je regarde ce qui se passe sur le marché du travail aujourd'hui. Voilà pourquoi ce n'est pas que des paroles. J'essaie de vous faire comprendre qu'il y a une lame de fond qui se développe aujourd'hui sur le marché du recrutement. Et voilà pourquoi vous avez intérêt, vous, en tant que recruteur, DRH, chef d'entreprise, à intégrer dans ce que vous allez communiquer, dans vos offres d'emploi, dans les missions, ces sujets-là. Dis-moi, Laurent. J'ai une question de Thierry.
qui en fait s'interroge et il nous demande est-ce qu'il n'y a pas plusieurs en fait RSE, une RSE qui serait celle de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés et une RSE qui serait plutôt orientée vers l'extérieur et qui serait celle de l'entreprise vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis de son territoire. Alors oui, c'est-à-dire les actions peuvent avoir un impact extérieur. On disait tout à l'heure que la RSE avait des impacts sur l'environnement, en fait, hein, interne et externe. Mais il y a bien des actions vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'intérieur. Sauf que si mes collaborateurs ne s'impliquent pas dans les actions extérieures, la RSE va être perçue à l'extérieur comme plutôt une stratégie marketing. Donc, pour moi, elle ne peut pas être efficace si elle n'est pas portée par les collaborateurs. Il faut demain que dans vos équipes, on identifie des domaines d'activité où on a envie de s'impliquer. Demandez à vos collaborateurs s'ils sont prêts à s'inscrire, à prendre des responsabilités syndicales, patronales, à prendre part, à vous représenter dans des associations, à mettre en place des projets vis-à-vis de justement les thématiques liées à l'environnement. Ça doit toujours être porté par les collaborateurs, selon moi. Hein. Ça te va? Très bien. Alors Dominique, pourquoi peut-on voir le support? Voilà. Oui, alors de toute façon, sachez que c'est un extrait du travail qui a été fait par le MEDEF. Je vous mettrai en relation avec Thierry Marc, qui fait partie de l'auditoire aujourd'hui, et vous aurez accès à cette présentation qui, pour moi, résume très très bien la situation. Écoutez, un point important aussi, cette notion d'adhésion. Hein, vous avez cette petite pyramide est pas mal parce que, d'une part, il faut savoir, il faut former, il faut communiquer en interne sur ces sujets-là. Il faut qu'il soit compris, et pour qu'il soit compris, il faut bien communiquer. Hein, j'insiste sur ça. Il faut adhérer, bien entendu, donc pour que je m'implique, il faut que j'adhère. Hein. Et enfin, il faut que ça se traduise par des actions. Donc, aussi bien en interne qu'en externe. Je vous donne 2 exemples. Alors, je sais que je vais parler de Google, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je les ai trouvés très bons récemment sur une communication qu'ils ont mis en place sur la neutralité carbone. L'autre jour, je surfais sur Internet et je vois sur mon moteur de recherche une petite feuille verte qui descend. Et évidemment, j'ai cliqué parce que avec ma souris, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Et derrière, il y avait toute une présentation de Google comme quoi, depuis 10 ans, ils s'étaient engagés dans ce qu'on appelle la neutralité, c'est-à-dire que émissions de carbone zéro. En tout cas, ce qu'ils émettent, ils le compensent par ailleurs. Ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on peut en faire aussi un outil de communication en interne. Il faut que les salariés le portent, ce genre de projet, et qu'ils y trouvent également aussi des valeurs qu'ils ont envie de porter. Hier soir, je vais rajouter vite fait tout à l'heure, mais hier soir, j'ai écouté le DG de La Poste aussi. La Poste qui a une image finalement d'un truc très classique avec une structure qui a eu beaucoup à s'adapter finalement. Et il expliquait que la démarche RSE était au cœur de leur stratégie, justement pour attirer des talents. Il y a la numérisation de la Poste, et en fait, en fouillant ce matin sur ce que fait la Poste, j'ai vu qu'il y avait une présentation super claire sur la démarche environnementale, la transition énergétique, sur leur implication sociale et sociétale au niveau de la gestion des territoires. Enfin, ça vous montre un spectre très large d'actions qui peuvent être menées en interne pour vos collaborateurs, en fait. Et puis en externe, encore une fois, ça se traduit par une bonne communication de manière à valoriser sa propre marque employeur. Et encore une fois, je préfère avoir des collaborateurs qui parlent de mon entreprise sur LinkedIn que d'avoir un chef de projet marketing qui balance des posts à ma place. C'est clair ? Petite question d'Éric qui nous demande quelle relation on peut faire entre une société à mission et la marque employeur et la RSE. Alors, question technique, mais j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a quelques temps, j'ai entendu parler de ces sociétés à mission. C'est un statut qui existe, on peut aujourd'hui inscrire dans ces statuts la notion de société à mission. La société à mission, si je ne me trompe pas, est une société qui prend un engagement, qui affiche dans ses statuts, et donc qui prend acte, à côté de ses missions classiques de rentabilité liées à ses activités, mais qui prend acte de certains engagements qu'elle prend. Donc pour moi, si je communique sur ma société, sur une entreprise à mission, je suis en train de communiquer sur une action RSE. Oui, la
la société à mission, qui a été créée récemment d'ailleurs, est aujourd'hui une société qui va dans le cadre de la démarche RSE. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on la connaît peu encore, hein. Il y a beaucoup de travail à faire sur le marketing de ces entreprises-là. Je sais qu'il y a des experts comptables qui portent le projet dans la région aussi et qui prêtent la bonne parole auprès des entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors oui, il y a d'autres questions, hein. Une question de Dominique. L'enjeu n'est-il pas de pouvoir faire évoluer l'activité et remplir les missions liées à la RSE en restant dans l'objet social de l'entreprise? Est-ce toujours possible et cela ne va-t-il pas entraîner de trop grands changements et investissements dans l'entreprise? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je pense que les thématiques que sont portées par la RSE sont des thématiques qui sont obligatoirement liées à la rentabilité de l'entreprise. Parce que la RSE est devenue un besoin global pour les thématiques environnementales, un besoin individuel. Les collaborateurs veulent intégrer des entreprises avec des valeurs fortes et dans lesquelles ils se reconnaissent. Et si on n'arrive pas à jongler avec ces deux éléments-là, ben on ne va pas être rentable. On aura du mal à vendre, on aura du mal à se faire respecter sur le marché de l'emploi, mais aussi sur le marché du business. Ça peut tenir un petit peu parce que la gestion des coûts, mais moi je pense que les marchés vont évoluer vers ça. De la même manière qu'on a évolué sur plein de sujets en matière de droit du travail, en matière de gestion de la sécurité des collaborateurs, elle va s'imposer à nous peu à peu. Peut-être une dernière question là pour ce temps, puisque tu parlais de faire adhérer et en interne et en externe. Sur la partie extérieure, il y a une question intéressante de Kader qui demande si on doit obtenir l'ISO 26000 avec l'AFNOR pour valoriser son engagement. Donc finalement, pour le faire peut-être mieux connaître auprès de son environnement, de l'environnement externe de l'entreprise. De toute façon, les normes ISO sont reconnues justement et sont issues d'un processus qui a été évalué et validé. Il n'y a pas, bien entendu, c'est un bon moyen de dire, vous avez vu, j'ai été évalué là-dessus, audité là-dessus. Mais encore faut-il savoir en parler. Pour moi, mener les actions, c'est bien, mais il faut savoir en parler à l'extérieur, hein. Donc, toutes les normes ISO que l'on puisse mener, si elles ne sont pas comprises à l'interne, et si elles ne sont pas traduites à l'extérieur par des actions visibles par notre environnement, elles auront du mal à s'imposer. C'est pour ça que je continue un petit peu sur la thématique de recrutement. Encore une fois, il faudrait que chacun puisse aujourd'hui évaluer le niveau de RSE ou de son apport à l'entreprise, hein. Les offres d'emploi doivent citer la démarche RSE et l'entretien de compétences. En tout cas, l'entretien et l'évaluation des compétences peut porter sur ce sujet-là. N'hésitez pas à commencer à avoir cette démarche, à expliquer ce que l'entreprise fait en interne et comment. Vous entendez toujours? Il y a une petite coupure, mais a priori, on t'entend. Je suis de retour, ok. Il y avait une grande question, là, je vois. C'était plus une remarque. Vas-y. Je n'ai pas une question, mais une remarque. Vu le DG de la Poste hier à Quotidien, explication neutralité carbone confuse et que je ne comprends pas. Quand il disait que la Poste polluait moins qu'un email, il a omis de parler de la Poste.net, messagerie qui doit tourner à plein pot avec data center et DocaPost, qui fait du email et stockage de doc. C'est vrai. Voilà. Idem pour le petit coup de rouge de la tournée du facteur. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est un monsieur, je crois qu'il avait 64 ans quand même, hein, le DG il était là il est allé au front pour redorer le blason. Mais je pense que c'est important aussi, ne serait-ce que ce qui m'a intéressé, vraiment, c'est pas forcément le fond, c'est le fait de communiquer. Là, il s'est engagé, hein. Jean-Marc fait une remarque qui est très bonne parce que quelque part, il remet en question un petit peu la sincérité. Et bien, moi, je pense que tous les collaborateurs de la Poste aujourd'hui vont retenir ce qui a été dit et vont mettre un petit peu plus de pression sur leur direction. Après, les data centers, on est tous d'accord que
ça pose des problématiques, mais il y a la possibilité aussi de compenser cette émission de CO2. Il y a des data centers qui sont au pôle Nord, dans d'autres régions, et on peut aussi recycler l'énergie sur d'autres thématiques. Mais oui, c'est vrai, attention à la lame de bois. Mais un patron qui s'engage se met la pression. Hein. Laurent? Alors, il y a d'autres questions. Je te laisse terminer peut-être. Et comme ça, on pourra aborder. Vous avez vu la petite empreinte? Ok. Alors, on est parti sur ce temps de questions. Il y a une question d'Edouard. Quelles sont aujourd'hui les actions RSE qui fonctionnent et qui sont rapides à mettre en place pour une PME? Actions qui permettent de fédérer en interne et actions avec un impact sur nos partenaires extérieurs. Déjà, si vous faites un point sur vos fournisseurs en matière de quel que soit le service ou le produit et que vous creusez un petit peu ces sujets-là, moi je pense qu'il faudrait commencer par 3-4 actions décidées en commun dans l'entreprise et évaluer leur faisabilité vis-à-vis ou des fournisseurs ou des clients et même, je dirais même sur les sujets de management interne, c'est-à-dire que la RSE, je vous le disais tout à l'heure, intègre la bonne gestion des collaborateurs en interne en matière de respect par rapport à la discrimination. Mais il n'y a pas que ça. Je dirais par exemple que quand vous allez faire une présentation dans un collège, quand vous allez accepter de recevoir des stagiaires pour la fameuse semaine des collégiens, quand vous allez, eh bien, tout ça, pour moi, fait partie des actions RSE simples à mettre en place. Je commencerai par une bonne gestion des recrutements et un respect des thématiques liées à la discrimination. J'essaierai de faire un deuxième axe, où est-ce que je me fournis? Est-ce que je peux aujourd'hui revoir ma politique de consommation d'électricité? Est-ce que je peux passer par un autre fournisseur? Est-ce que celui que j'ai peut me proposer autre chose? Et j'irai aussi derrière, je créerai ce groupe de travail avec mes propres collaborateurs pour justement qu'ils se fixent eux-mêmes les sujets qui les intéressent par rapport à cette notion de RSE. Alors, une question de Loïc tout à fait pertinente. Comment on peut différencier finalement une démarche RSE du greenwashing? En fait, la démarche RSE, pour moi, elle doit être sincère. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le green, c'est tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est écologique. Pour moi, la démarche RSE, elle va au-delà de cette notion-là. Donc, c'est pas juste je mets un coup de peinture et j'améliore ma communication. C'est encore une fois, si mes collaborateurs n'adhèrent pas et ils ne portent pas la démarche, il y a des fortes chances que ça se répercute dans les réseaux sociaux. Et également, je peux même devenir une entreprise blacklistée à l'extérieur. Hein, ça peut arriver, ça. Hein, et ça existe. Christine, qui nous interpelle directement en disant: est-ce que le Florian Mansion Institute pourrait-il montrer l'exemple et devenir une société à mission? C'est tout à fait jouable, Christine. C'est possible. C'est un sujet qu'on travaille en ce moment. On a commencé à étudier la chose. C'est pour ça que la question a été posée tout à l'heure, j'imagine. On s'y est intéressé récemment. Et c'est des choses qui peuvent se mettre en place. Oui. Alors, il y a une question qui vient certainement d'arriver. La Tribune disait dernièrement: la RSE serait-elle l'acronyme de recruter sans effort? Question de Dominique. J'ai jamais réussi à recruter sans effort quand même, hein, parce que attirer plus de candidats et de manière plus facile, oui. Mais si vous recrutez sans effort, c'est que vous n'avez pas mis en place un processus d'intégration où chacun il met du sien. Recruter sans effort, c'est pas possible. Il faut absolument, bien sûr, il faut avoir une approche globale du recrutement, depuis le moment où je définis mon besoin jusqu'au moment où j'intègre le collaborateur. Donc, l'effort n'est pas une contrainte. Hein. L'effort est un moyen de m'améliorer. S'il n'y a plus d'effort, je rentre dans un train-train. Mais en revanche, la RSE est un moyen d'améliorer l'image de ma marque employeur. Ça, oui. Et d'attirer les meilleures candidatures. Question très pertinente de Sébastien.
je te la lis. Le problème de la RSE, c'est une famille d'actions. Et si on n'en fait pas assez, ou si une est mal faite, l'image ne serait pas positive au final, car le résultat sera étudié au global. N'est-il pas plus logique et sécurisant de ne pas parler de RSE pour éviter tout jugement hâtif, et plutôt de parler directement des thèmes de la RSE, c'est-à-dire l'écologie, la stratégie, etc., pour être évalué au cas par cas? Ben, peut-être, après, je pense que il ne faut pas s'engager dans une démarche RSE, enfin, des actions que l'on ne pourra pas assurer. L'ambition, elle n'est pas d'être bon partout, hein, c'est de montrer qu'il y a une démarche globale. Traitons d'abord les 3-4 sujets où l'on pense qu'on peut vraiment réussir et passons après au suivant. Je vous donne un exemple. On parlait tout à l'heure de l'image, 9% des jeunes diplômés seraient prêts à aller dans une PME. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a un axe de progression énorme pour les PME. Il faut absolument aller dans les écoles, présenter l'entreprise, prendre des stagiaires, jouer le jeu, quoi, en fait, hein, vous impliquer pourquoi pas, par des participations à des masters. C'est quelque chose que nous faisons depuis très longtemps au sein du cabinet, mais vraiment, il y a des axes d'amélioration et il faut aller chercher les axes où on pense que l'on peut réussir. Non sans effort, bien sûr, mais n'allons pas chercher des sujets que l'on maîtrise mal, en fait. Question de Frédéric. J'ai toujours le sentiment que le sujet RSE est attendu de la part des fonctions RH, seules et contre tous, car vécu comme une contrainte par les opérationnels, alors que je pense que celui-ci devrait être porté au plus haut niveau de la hiérarchie. Quel est votre avis? Mais clairement, oui. Alors, c'est vrai aussi que, en fonction de. Ça, c'est plus un problème de stratégie de communication interne. C'est-à-dire que ça ne peut pas être porté par les RH. C'est pas possible. Comme les thématiques de lutte contre la discrimination. Il faut qu'un collaborateur soit conscient de cela, se forme, soit acteur, soit responsabilisé. Et pour que les collaborateurs se l'approprient, il y a deux choses. Informer, former, et puis après, donner les objectifs. Si moi, en entretien annuel d'évaluation, j'ai un sujet sur mon implication aux ateliers et au groupe de projet sur la thématique RSE, et que je ne remplis pas mon engagement, là, je risque d'être en difficulté. Donc, intégrons ces questions-là au grand moment stratégique de l'entretien. Le recrutement, l'entretien professionnel, l'entretien d'évaluation. Voilà. C'est vrai aussi qu'en fonction des périodes, la RSE risque d'être un peu moins le sujet du moment. J'imagine qu'aujourd'hui, avec la crise, en fait, les collaborateurs sont plus inquiets par des sujets comme la sécurité de l'emploi. Voilà. Mais les enjeux environnementaux vont s'imposer à nous aussi sur le plan économique, et la RSE et toutes les thématiques qui vont avec aussi. Mais c'est une question de formation interne. Et pour moi, ça passe par les objectifs. Il faut qu'à côté de mes objectifs liés à ma responsabilité et mes compétences, j'intègre des responsabilités sur les axes où on me demande de m'impliquer par rapport à la RSE. Il faut que ce soit compris et aussi accepté. Mais bon, si à l'entretien, on te dit, Laurent, tu vas intégrer le Florian Mansion Institut, tu vas t'occuper des recrutements sur toute l'Occitanie à partir de Montpellier vers Toulouse, et en plus, on va te demander de mettre en place un projet RSE sur notre gestion interne on va dire, justement, de tout ce qui est énergie liée au data. Tu vas participer à cela, tu vas nous monter un projet, et à la fin de l'année, je viens de te voir pour te dire, bon, ok, tu as bien travaillé, tu as bien recruté, et à côté de ça, je pense que sur cet axe-là, amélioration de la consommation d'énergie du cabinet, tu as été bon, tu n'as pas été bon, voilà. Il faut intégrer ces objectifs dans les grands moments de l'entreprise. J'ai pris un exemple comme ça. Hein. Moi j'aurais une question en fait sur le lien que tu as fait entre la marque employeur et la RSE, parce que finalement la marque employeur, c'est le terme marque l'indique bien, hein, c'est quelque chose de marketing, donc qui est à viser vraiment pour l'extérieur de l'entreprise, alors que la RSE c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On parle de responsabilité et quelque chose peut-être dont le moteur serait beaucoup plus interne.
Est-ce que c'est pas un peu hâtif de mélanger les deux entre quelque chose dont le moteur est à l'extérieur, c'est une question d'image, de marque, et autre chose, la RSE, dont le moteur est vraiment beaucoup plus profond et beaucoup plus interne à l'entreprise? Oui, mais dans la mesure où je veux que la RSE ait un impact sur ma stratégie de recrutement, par exemple, ou d'image extérieure, si je n'ai pas des actions marketing pour améliorer ma marque, je ne pourrai pas avoir les retours que j'attends. Là, je parle beaucoup pour les PME aussi, hein. Si je veux me faire connaître sur le marché de l'emploi, ces sujets-là vont me permettre de justement avoir une vitrine extérieure. Donc, une PME qui ne parle que de ses produits va être rapidement en dehors on va dire, va se consacrer à ses produits, c'est tout. Une PME qui parle de ces démarches-là, dans le cadre de ses recrutements, de sa communication, va avoir une double approche, produit plus démarche RSE, qui va être le moyen d'améliorer sa marque employeur et attirer des candidats. Je le vois sous l'angle, moi, attractivité, hein. Si je n'ai pas une stratégie de marque employeur, ma politique RSE va rester à l'interne. Justement, donc dans ce lien RSE marque employeur, une question de Sébastien, enfin, c'est plutôt, c'est pas une question, il l'a pas formulé sous forme de question, mais de remarque. La RSE est souvent pilotée par la marque employeur, qui est souvent rattachée au service recrutement, donc au RH, excepté dans les grands groupes qui peuvent avoir un service spécialisé. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose parce que les RH, c'est une fonction transversale de l'entreprise. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut que les RH, combinés aux équipes de communication, je parle des grands groupes là, hein, eh bien, mènent des actions de formation, de sensibilisation, de mise en œuvre vis-à-vis des collaborateurs sur les différents départements de l'entreprise. Le comptable est concerné autant que l'opérateur sur une ligne d'impression, en fait. Donc, oui, c'est pas gênant. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que les ressources en interne se mobilisent après pour relayer l'information et qu'elle soit bien comprise. Une question de Kader qui, au-delà de sa question, pousse un peu à réfléchir sur la société actuelle, où on parle beaucoup effectivement de RSE et de plus en plus. Mais Kader demande pourquoi impliquer son équipe dans une démarche RSE pour le volet social quand les inégalités hommes-femmes sont toujours de mise, idem pour l'inclusion, alors que notre société tend à exclure. Donc, je compléterai aussi sa question avec la mienne. Pourquoi on focalise sur cette responsabilité sociale en cherchant finalement la petite bête, alors qu'il y a énormément de choses à faire et qu'il y a énormément de dossiers concernant les inégalités qui ne sont pas encore traités. Mais parce que les inégalités font partie de la RSE pour moi, hein. Donc, si tu veux, si je ne fais rien, ça ne changera pas. Et si je ne fais pas du bien avec mon approche philanthropique à ma société, à la société de manière générale, hein, au monde économique et social, eh bien, les choses ne changeront pas et le cercle vertueux sera… On va rater des compétences qu'on aurait pu avoir en ne pas, justement, les aidant à se développer. Pour moi, pourquoi mener ces actions alors qu'ailleurs, ce n'est pas toujours respecté? Mais parce que je prends l'engagement de le faire chez moi, justement. Et du coup, ça va m'ouvrir le champ d'attractivité vis-à-vis de énormément de personnes et de candidats. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'est que, encore une fois, pour Kader, les sujets importants, si c'est cela, ben, il faut vite les intégrer, se les approprier pour que toutes les personnes qui intègrent l'entreprise participent à l'évolution et à la bonne dynamique, en fait. Mais vous avez aussi, pour ces sujets-là, la possibilité, quand vous sentez qu'il y a un déséquilibre en interne, adhérer à une association. N'hésitez pas, je parle de Facero parce qu'à Montpellier, on connaît bien, mais FACE de manière générale et dans toute la France, adhérer à ce type de fondation. Elles vont vous former, vous sensibiliser et vous faire comprendre que vous avez à gagner hein, d'un point de vue rentabilité et économique. C'est très important. Encore une fois, tout ce que je dis là, c'est jamais au détriment du business, entre guillemets. Et juste pour apporter un complément d'information et pour faire ma petite réponse à Kader, par rapport à l'aspect justice que j'ai évoqué tout à l'heure, quand on parle d'inégalité homme-femme, on est sur une problématique d'injustice procédurale. C'est d'ailleurs pourquoi dans un recrutement, on va plutôt procéder à un recrutement d'hommes que de femmes.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce sentiment de justice fait partie intégrante de la RSE parce que ça nourrit l'équité. C'est ça, exactement. Et l'équité, c'est ce qui me permet à moi de voir si je vais investir ou pas, en fait. Si je trouve mon compte dans ce qui est dit, je vais m'y investir. Donc, contribution, rétribution, n'oubliez pas ça aussi, hein, ça c'est important, mais dans le management de manière générale, quoi. Une question de Virginie qui te demande de redonner, s'il te plaît, le nom de FAS. C'est fait. Voilà. Ah ben voilà, super. Voilà. Fondation Agir contre l'exclusion, vous en avez dans toutes les régions. À Montpellier, ils sont très actifs. Et vous allez avoir aussi accès à toutes ces fondations au travers de vos syndicats patronaux aussi ou de salariés aussi. Écoutez, de mon côté, j'ai plus de questions. Mais surtout, vous remercier à tous pour cet échange. C'était très intéressant d'évoquer cette thématique en liaison avec le recrutement. Pour moi, elle est essentielle. Donc, j'espère que désormais, première action, préparez vos entretiens en évoquant une petite question dans ce sens-là. Je pense que ça vous permettra en tout cas de démarrer les premières actions et surtout associer vos collaborateurs à ce sujet. Et oui, sachez que vous allez avoir tous le PowerPoint de présentation par mail. Je vous invite, j'en profite avant de reprendre nos activités, je vous invite maintenant aussi à vous inscrire, alors je n'arrive pas à mettre en gros voilà, à vous inscrire au prochain webinaire qui concerne donc les jeudis du management. Donc l'entretien vu par le candidat et vu par le recruteur, un grand moment de partage par 3 professionnels du recrutement que sont Loïc Douillère, Florian Montreux et moi-même. On attend le 17, inscrivez-vous vite. Vous allez avoir là la vision des pros et aussi des candidats, donc c'est intéressant. Et bien entendu, tous nos webinaires et toutes nos interventions sur notre site florianmontreux.com. Je vous mettrai le lien sur l'ensemble des événements. N'oubliez pas que tous les 15 jours, maintenant, nous faisons des live emploi. C'est-à-dire qu'on va vous permettre de poser des questions à des pros sur les thématiques recrutement, RH, et de manière gratuite, parce que c'est notre approche philanthropique. Et ça se passe sous forme de webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le dernier a eu lieu la semaine dernière avec Loïc Douillère. Et je pense que c'était un grand moment d'échange. Voilà. Merci à tous. C'était sympa de vous revoir. Et donc, rendez-vous le 17 pour notre prochain webinaire. À très bientôt par mail avec le live, bien sûr, le replay, ainsi que le PowerPoint. Merci Augustin, merci à vous tous. Merci Laurent pour cette collaboration et à très bientôt.